Lucas Martin n'avait jamais eu l'impression de demander grand-chose à la vie. À 28 ans, il ne cherchait ni le luxe, ni la reconnaissance. Seulement un peu de stabilité, un peu de calme, quelque chose qui lui appartienne vraiment. Chaque matin, il quittait son appartement à Clermont-Ferrand à la même heure. Il descendait les escaliers un peu étroits de l'immeuble, sortait son vélo et prenait la route vers son travail. La routine avait quelque chose de rassurant. Elle lui donnait le sentiment que, pour une fois, les choses étaient sous contrôle. Son poste de technicien d'informatique n'impressionnait personne, mais il payait les factures. Et surtout, il lui permettait d'épargner. Lentement, méthodiquement. Lucas notait tout, chaque virement, chaque dépense. Il avait appris à vivre en dessous de ses moyens parce qu'il savait ce que c'était que de ne pas avoir le choix. Dans sa famille, pourtant, ce détail semblait invisible. Ses parents vivaient toujours dans un petit village à une trentaine de kilomètres. Une maison modeste, jamais vraiment rénovée, mais pleine de souvenirs. Son père, Marc, avait travaillé dur toute sa vie. Trop dur, peut-être. Son dos le faisait souffrir, ses horaires avaient diminué, et avec eux, le salaire. Sa mère, Isabelle, faisait des gardes en tant qu'aide-soignante, souvent fatiguée, parfois découragée. Ils n'avaient jamais été dans l'excès, mais ils avaient toujours vécu au bord de l'équilibre. Et puis, il y avait Camille, sa sœur cadette, plus jeune, plus impulsive. Elle changeait souvent de travail, parfois par nécessité, parfois par lassitude. On disait qu'elle cherchait encore sa voie. Lucas, lui, était celui qui s'en sortait. Au début, cette étiquette ne le dérangeait pas. Quand il avait commencé à travailler, aider sa famille lui semblait naturel, presque évident. Un virement ici, un coup de pouce là, il ne comptait pas vraiment. Il se disait que la famille, c'était fait pour ça. Mais au fil des années, quelque chose avait glissé. Lentement, sournoisement. Les demandes arrivaient sans gêne, parfois même sans explication. « Tu pourrais nous avancer un peu ? Juste ce mois-ci. On te rendra quand ça ira mieux. » Et Lucas disait oui. Toujours. Ce qui le troublait, ce n'était pas tant l'argent. C'était le silence autour de lui. Personne ne lui demandait s'il était stressé, s'il avait des projets, s'il avait peur, parfois, de tout voir s'effondrer. Il n'était plus un fils ou un frère. Il était devenu une solution. Le soir où tout a basculé ressemblait à n'importe quel autre. Lucas venait de rentrer chez lui. Il avait posé son sac, préparé quelque chose de simple à manger et ouvert son ordinateur pour mettre à jour ses comptes. Son épargne avançait, lentement mais sûrement. Il souriait presque. Puis son téléphone a vibré. C'était sa mère. Sa voix tremblait légèrement. Elle expliquait que son père avait eu un problème au travail. Rien de dramatique, disait-elle, mais suffisamment sérieux pour déséquilibrer le mois. Puis, elle a marqué une pause, comme si elle cherchait les mots. On aurait besoin de 1800 €. Lucas n'a pas répondu tout de suite. Il a senti une pression dans sa poitrine. Il a regardé son écran, ce chiffre, son effort, ses sacrifices. 1800 €, ce n'était pas un petit coup de pouce. C'était une année de discipline. Il a dit qu'il rappellerait. Il a raccroché. Et il est resté assis, longtemps, sans rien faire. Cette nuit-là, il a tourné dans son lit. Il revoyait chaque aide passée, chaque fois où il avait repoussé ses propres projets, chaque fois où il s'était dit « ce sera pour plus tard ». Et pour la première fois, une pensée l'a traversé sans qu'il puisse la chasser. Et si je ne disais pas oui? Le lendemain, il a rappelé. Il a pris son temps. Il a choisi ses mots. Il a expliqué qu'il ne pouvait plus continuer ainsi, qu'il avait besoin de protéger ce qu'il construisait, qu'il ne refusait pas par égoïsme, mais par fatigue, une fatigue qu'il n'avait jamais exprimée. Puis, il a dit non. Un non calme.
un non posé, un non qui lui a coûté plus qu'il ne l'aurait cru. Il y a eu un silence. Pas un silence technique, un silence chargé. Sa mère a fini par répondre « D'accord ». C'était tout. Les jours suivants, Lucas a ressenti un vide étrange. Son téléphone restait silencieux. Les conversations se limitaient à l'essentiel. Sa sœur ne donnait plus de nouvelles. Il se surprenait à vérifier ses messages, comme s'il avait fait quelque chose d'irréparable. Un cousin lui a appris, presque par hasard, que ses parents avaient emprunté ailleurs. Et surtout cette phrase qui revenait sans cesse. « Lucas a changé ». Cette phrase l'a hanté. Le dimanche suivant, il est rentré au village. Il voulait réparer, ou au moins comprendre. Le repas s'est déroulé dans une atmosphère tendue. Personne ne criait. Personne ne reprochait rien directement. Mais tout était différent. Les regards, les silences, les réponses courtes. À un moment, son père a lâché, presque distraitement. Avant, on faisait passer la famille avant le reste. Lucas n'a rien répondu. Il a compris que pour eux, dire non équivalait à trahir. Sur la route du retour, seul, il a senti les larmes lui monter aux yeux. Pas parce qu'il regrettait sa décision, mais parce qu'il comprenait enfin le prix de cette décision. Dire non lui avait coûté une place, un rôle, une image. Il aimait toujours sa famille, mais il avait appris quelque chose de douloureux. Parfois, poser une limite révèle que l'amour reposait sur ce que tu donnais, pas sur ce que tu étais. Avec le temps, Lucas a continué à avancer. Son projet n'a pas disparu, sa culpabilité non plus. Mais il savait une chose, s'il avait cédé encore une fois, il se serait perdu un peu plus. Et parfois, refuser d'aider ne détruit pas une famille. Ça montre simplement ce qui tenait la famille debout. Et toi, si tu étais à la place de Lucas, aurais-tu aidé encore une fois ou aurais-tu aussi dit non? C'est une question qui semble simple, mais qui touche à quelque chose de profond. La limite entre amour, responsabilité et survie personnelle. Psychologiquement, beaucoup de gens ressentent une culpabilité presque automatique à dire non à leur famille, même lorsque dire oui leur coûte trop. On appelle ça le piège de la loyauté. L'idée qu'aider ses siens est toujours la bonne chose, même au détriment de soi-même. Mais ce que l'histoire de Lucas nous montre, c'est que poser des limites n'est pas un échec, ni un acte égoïste. Au contraire, c'est un signe de maturité émotionnelle. Lucas n'a jamais cessé de penser que la famille était importante. Aider, soutenir, être présent quand ça va mal, tout cela avait du sens pour lui. Il ne regrettait pas d'avoir aidé autant qu'il l'avait fait. À ce moment-là, c'était juste, nécessaire même. Mais il comprenait aussi autre chose avec le temps. Aider ne devrait jamais devenir une obligation silencieuse. L'amour ne devrait pas dépendre de ce que l'on donne, ni du montant que l'on transfère. La famille compte, elle doit compter, mais elle ne devrait pas exister au prix de l'effacement d'un seul de ses membres. Et puis, il y avait cette autre pensée, plus discrète, mais persistante. La famille, ce n'est pas seulement savoir demander de l'aide, c'est aussi savoir regarder l'autre et lui demander s'il va bien. Pendant des années, on avait demandé à Lucas ce qu'il pouvait donner, rarement comment il tenait, rarement s'il était fatigué, inquiet ou simplement à bout. Aider devrait aller dans les deux sens, s'intéresser, écouter, prendre des nouvelles. Parce que parfois, celui qui aide le plus est aussi celui qui craque en silence. Alors je te pose la question, dans ta vie, est-ce que tes oui sont vraiment des choix ou des automatismes dictés par la peur de décevoir? Partage ton avis dans les commentaires. Raconte si tu as déjà vécu une situation similaire. On peut apprendre beaucoup les uns des autres, et parfois,
Dire non est le premier pas vers des relations plus saines.